Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Sama Karaki avec qui nous allons parler des mécanismes de prise de décision, d'apprentissage et de travail collaboratif. Sama Karaki est docteur en neuropsychologie. En 2014, elle fonde le Social Brain Institute, qui a pour objectif de partager les apports de la neuroscience pour favoriser la résilience, la créativité humaine, par le biais de conférences, de formations et de missions de conseil. Bonjour Sama. Bonjour Rémi. Sama, je te disais en introduction offline qu'en ce moment, en plus, je te voyais partout dans les médias, sur des podcasts, dans des médias comme Brut, comme... C'est quoi cette passion? Est-ce que c'est quoi? C'est le sujet? C'est toi? T'as une actualité particulière? Comment se fait-ce? Alors, pour être honnête, je suis pas du tout confortable à l'idée d'être visible. Donc, c'est, Bah là, c'est raté, je Sama. Il dirais va falloir te faire à cette oui. idée. Donc, c'est vrai que quand il y a une vidéo qui est publiée, j'ai 1 jour et demi où je m'interdis d'aller regarder les retours, mais l'envie de transmettre, elle est là. Je dirais qu'il y a un contenu que j'ai envie de transmettre. Et puis, je sais que mon domaine est un domaine qui est à la mode. Qui est un trend. Je me méfie des trends et j'invite toujours les gens à se méfier des trends, même si c'est le domaine qui me passionne et dont j'ai fait mon expertise. Mais je sais aussi que s'il y a un attrait pour les neurosciences aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des avancées technologiques, je dirais pas récentes, mais relativement intéressantes, attirantes, séduisantes, parce qu'il s'agit de notre fonctionnement. Et j'imagine que c'est pour ça aussi que qu'on est sollicité parce que on a toujours été séduit et admiratif de tout ce qui explique notre fonctionnement. Même si c'est très polarisé, même si on peut tomber aussi dans le simplisme. Et voilà, je pense que c'est quelque chose de. J'essaye toujours de ne pas tomber dans ce piège, d'à force de vulgariser, qu'on se mette à dire n'importe quoi. Alors, il y a effectivement, il y a différents types de supports sur lesquels on peut te lire, on peut t'entendre, on peut t'écouter. Il y en a des très très courts, des vidéos, alors qui là sont forcément, qui vont tourner autour de catchphrases ou en tout cas de concepts et de simplification de concepts. Mais il y en a aussi des très longues. Hein. Là, je pense, je fais un clin d'œil au copain de Vlan, Grégory Pouy, qui t'a invité pendant 1 heure et quart dans son podcast pour parler de comment développer l'esprit critique chez les enfants. Bon, ceux qui ont des doutes sur la puissance du fond et du propos, ils peuvent aller écouter l'heure et quart plutôt que de regarder effectivement la pastille de 30 secondes de brut. Moi, je suis hyper heureux de te recevoir dans ce podcast. On a déjà accueilli Pierre-Marie Yeddo, on a déjà accueilli Albert Moukébert. Donc, c'est des sujets, le fonctionnement du cerveau, sa structure, qu'on est vraiment content d'essayer de continuer à approfondir pour progresser là-dedans. Allez, si on repart d'un point de départ, parce que c'est énorme, c'est nébuleux, si on part d'un point de départ, est-ce que tu pourrais nous expliquer schématiquement comment notre cerveau prend des décisions? Alors, la prise de décision, c'est une fonction exécutive. C'est une fonction qui a été déjà décrite et analysée par des domaines avant même que les neurosciences puissent un peu regarder les bases biologiques de la prise de décision. Et il y avait un mythe qui entourait cette capacité que nous avons, qui était que la prise de décision était un phénomène rationnel. Donc les neurosciences ne sont pas, c'est pas le domaine qui a démystifié cette idée parce que on avait déjà beaucoup de sociologues et d'experts en éducation qui avaient parlé de l'importance des émotions dans les processus décisionnels. Ça veut dire que nous avons des motivations qui sont beaucoup plus rapides et qui sont inconscientes et qui viennent donc nous diriger vers une décision donnée qu'on vient rationaliser après. Et que donc, en quelque sorte, on est déterminé par ces motivations, mais ce n'est pas quelque chose qui est absolu. C'est-à-dire ces motivations, nous pouvons aussi en prendre conscience, nous pouvons aussi nous en méfier, nous pouvons aussi nous les questionner et puis aussi les éduquer en quelque sorte, de sorte est-ce que quand on prend une décision, sachant que nous sommes sujets à ces phénomènes inconscients, que nous soyons le plus proche je dirais pas du rationnel ni du vrai parce que tout est relatif, mais que nous soyons en mesure de contrôler
ces motivations inconscientes que nous pouvons avoir. Oui, parce que ce que tu nous expliques et ce que nous avait aussi expliqué Albert, c'est qu'en fait, on est équipé des deux processeurs. On a celui qui tourne vite, qui consomme peu d'énergie, qui va être plutôt qui va nous donner accès à des intuitions et qui va permettre de prendre des décisions plus rapides. Mais on a aussi le processeur qui est un peu plus gourmand, qui fatigue un peu plus, qui consomme plus de sucre, mais qui, lui, permet de plus analyser. Oui, alors en quelque sorte, d'automatiser, d'avoir ce processeur automatique, c'est une très bonne stratégie du cerveau, en quelque sorte. Ça veut dire, c'est une stratégie qui lui permet d'être efficient. Parce que si à chaque fois il faut refaire le monde, à chaque fois qu'il faut prendre une décision, ce serait déjà pas faisable, pas efficace, pas efficient, et on serait très lent. Et en plus, même si on avait tout le temps, analyser toutes les informations, ce serait quelque chose d'impossible pour le processeur que nous avons, anatomique et biologique que nous avons. Et donc, euh, ce processeur automatique a sa raison d'être, mais il peut se tromper. Donc, en quelque sorte, la majorité du temps, il est basé sur nos expériences passées. Donc, au bout d'un certain temps d'expérience, on a automatisé c'est-à-dire la manière avec laquelle on marche, la manière avec laquelle je décide comment je bouge mes mains en te parlant, par exemple, comment je choisis les mots. Donc tout ça, c'est quelque chose que nous avons automatisé. En revanche, il faut qu'on reste méfiant que tout ce que nous avons automatisé n'est pas nécessairement réel, n'est pas nécessairement bénéfique, parce Mmh. qu'il est déduit de notre petite expérience de vie. Donc, sans oublier que nous voyons un angle de la réalité, et ça ne suffit pas. Et donc, avoir confiance en ce processeur automatique signifie comme si on se disait que ce que j'ai vécu est suffisant pour que mon automatisme soit correct. Qu'en fait, du coup, une posture, je dirais pas humble, je dirais une posture réaliste, nous permettrait très vite de comprendre que de notre expérience du vie, on peut pas se fier à cet automatisme. Qu'on ait donc un regard arbitre sur cet automatisme est tout à fait sain et tout à fait réaliste. Et ça, donc première chose qu'on comprend, c'est prise de conscience. Toi, tu passes du temps dans les organisations à donner des clés pour provoquer cette prise de conscience, former les gens à juste cette humilité, là, posture humble de dire, OK, en fait, j'ai une vue parcellaire d'un monde complexe, je peux pas tout analyser instantanément, donc déjà, première chose, en avoir conscience. Quels sont les outils dont toi tu disposes ou que tu pourrais mettre à dispo des organisations pour ça? Alors, déjà la posture. Déjà la posture que je ne veux pas appeler une posture humble, je dirais vraiment une posture réaliste. Une OK. posture, ça veut dire de savoir que nous sommes limités dans nos capacités attentionnelles, dans nos capacités d'analyse des informations et dans nos capacités donc décisionnelles. Donc cette posture que Albert appelle le doute, enfin il appelle au doute et il considère que le doute est un outil de prise de décision. Donc Mhm. on peut aussi l'accompagner de curiosité de ce que peut être les autres perspectives. C'est-à-dire je doute que mon automatisme est vrai et je suis curieux de savoir quel est le tien. Et quel est le sien, quelle est la sienne. Et donc, c'est là où la diversité prend tout son sens. Parce que mon automatisme ne va pas ressembler au tien, parce que nous avons des expériences différentes, donc nous avons des automatismes différents. Donc nous avons beaucoup plus de chances de nous rapprocher d'un modèle partagé qui soit moins émotionnel, qui soit moins motivé par nos propres expériences et intérêts. Donc c'est en créant des cultures dans lesquelles le partage est vraiment présent. C'est pas juste qu'il y a des personnes diverses, mais que ces personnes aient réellement accès à la parole et réellement accès à prononcer leurs différences de perspective. Et donc là, on est, je dirais pas à l'abri, mais on est plus protégé de tomber dans ses propres biais. Mais alors, comment on fait pour... Pardon. Non, je veux dire, il suffit pas non plus d'être en groupe. Il faut pas penser que c'est juste parce qu'on est en groupe que cela fonctionne, parce que les groupes aussi ont leur propre biais. C'est-à-dire que en groupe, on a aussi envie d'aller vite. On a aussi envie d'avoir raison en groupe. Et donc, on peut aussi tomber dans ces biais. Donc, il faut que le groupe soit réellement divers et qu'il y ait une vraie circulation de la parole et une vraie circulation de la parole différente. Donc Donc, ça, c'est un de voilà. tes thèmes de prédilection. Un de tes thèmes tu as même écrit un livre sur le travail en équipe, hein?
Oui. C'est vraiment un de tes sujets de prédilection. Comment on fait pour constituer un groupe hétérogène? Parce qu'on le sait tous que c'est quand même beaucoup plus confortable d'être dans une espèce de communauté de pensée, d'être avec quelqu'un qui va te comprendre facilement, avec qui t'as pas un effort surréaliste à faire. Comment on fait pour constituer ce groupe? Oui, alors il y a cette idée, je sais pas, ce mythe, je dirais, culturel, que pour qu'on soit bien en groupe, on se dispute pas, tout va bien, on est d'accord. Alors qu'en fait, la discorde, ce n'est pas nécessairement un conflit, de ne pas être d'accord, de d'oser, même si on a l'impression qu'on a fini un meeting, qu'on est tous d'accord, que quelqu'un ose dire attendez, c'est pas fini. Ben en fait, c'est sain. L'idée que un groupe qui est en cohésion est d'accord, est homogène et s'entend sur les idées, c'est presque inquiétant en fait quand on voit que tout fonctionne et que tout le monde est d'accord. Parce que cela signifie que tout le monde a une même perspective. Dans ce cas-là, on est tous placés dans un même coin de la pièce et on n'a pas accès à toute l'architecture de cette pièce. Soit qu'on n'ose pas dire qu'on voit autre chose. Ce que dans le livre, je parle de quelques graves désastres qui se sont produits parce que certains experts même qui avaient même des niveaux excellents dans leur domaine, des ingénieurs de la NASA, qui n'osaient pas dire à leurs supérieurs ou même à leurs collègues qu'ils voyaient une autre réalité et qu'il fallait attendre avant de faire décoller euh, telle navette. Et donc, en fait, il faut que l'on s'assure que non seulement on est différent dans le genre ou dans l'âge ou dans les origines ou dans les différences de quotas, hein, ça ne suffit pas. Il faut d'abord que ces différences soient aussi des différences d'expérience, vraiment de perspective. C'est-à-dire, on a des expériences de vie différentes, on n'a pas fait tous les mêmes parcours pour arriver à penser de la même façon, et que cette différence s'exprime. C'est pas qu'elle est juste là, elle s'exprime. C'est-à-dire que les personnes se sentent légitimes d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs désaccords, et que cela signifie pas que ça va mal. Au contraire, cela signifie qu'on est en confiance pour qu'on puisse s'exprimer. Alors, j'ai deux questions qui me viennent. La première, puisqu'on parle quand même de biologie du cerveau, de chimie du cerveau, une des peurs ancestrales, si ce n'est la plus grande peur ancestrale traduite dans le cerveau, c'est la peur de l'abandon, de ne pas être suffisamment aimé. Comment je fais pour euh, biaiser, pour contourner cette peur de l'abandon, pour avoir le courage d'aller exprimer un point de vue qui peut être, tu l'as dit tout à l'heure, si je suis ingénieur à la NASA, que tous mes pairs sont tous des pointures, qu'on envoie des fusées dans l'espace qui reviennent, et que moi je dis attention, il y a un boulon là qui est dévissé. Mm. Mais que tous les autres me disent, ben non, t'inquiète, on s'en fout. Comment on trouve le courage? Mais là, c'est vraiment biologique, quoi, pour biaiser notre propre cerveau. Alors, c'est biologique et c'est social, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, les environnements dans lesquels on se sent vraiment appartenir, comme par exemple l'environnement familial, c'est l'environnement dans lequel on s'exprime comme on est vraiment. Ça veut dire que c'est quand on est en confiance, qu'on n'a pas peur d'être abandonné, qu'on s'exprime réellement. C'est justement l'environnement qui permet cette confiance. L'expression de sa propre perspective devient une conséquence. C'est en ça que j'appelle dans le livre à construire la culture du travail. Et c'est dans cette culture dans laquelle je ne me sens pas menacée d'être jugée, d'être moquée, d'être abandonnée. C'est quand cela existe vraiment. Et cela, c'est quoi la confiance? Ça veut dire je sais que si je tourne le dos, on va pas me tirer Mmh. dans le dos. C'est cette confiance. En fait, c'est un besoin ancestral de se dire, moi, je suis prêt à dormir avec ces personnes dans une même caverne ou dans un même champ. Donc, ça nécessite que je m'abandonne dans mon sommeil. C'est en ça appartenir. C'est vraiment se sentir que je suis en sécurité. Et je ne peux pas collaborer si je ne sens pas cette sécurité. Et les études, après, si on veut vraiment regarder ce qui se passe dans le cerveau sans être réductionniste à ce qui se passe dans le cerveau, nous montrent que quand on manque de confiance, parce que par exemple, on a vu des vidéos de personnes qui trichent dans un jeu, et après,
on fait revenir ces mêmes personnes qui ont vu qui a triché, qui n'a pas triché. Donc, ils ont soit développé de la confiance ou de la méfiance de ces personnes, et on les met dans des circonstances de collaboration. On voit qu'ils se méfient de collaborer, même s'ils ont oublié qui était cette personne, dans quelle vidéo ils sont passés, mais leur cerveau a enregistré que ne collabore pas avec cette personne parce que tu ne peux pas lui faire confiance. Donc c'est quand je me sens en confiance, quand le cerveau ne se pose plus la question de est-ce que j'appartiens ou pas, comme on se sent avec les personnes qui font partie de notre intimité. Enfin, Mmh. j'espère, hein, j'espère que nous Ouais, avons c'est des vrai que personnes à qui on se pose pas la question ouais. de l'abandon. Et c'est là où on peut vraiment se réaliser et donc on peut vraiment s'exprimer et on peut vraiment libérer le potentiel de discorde qui n'est pas là pour dire j'existe. Je veux dire, Mmh. je vais pas prendre la parole pour signifier aux autres quelque chose par rapport à mon ego, mais est-ce que réellement j'ai dépassé la phase de mon ego et je suis vraiment dans la réflexion du projet sur lequel on est en train de collaborer. Donc la collaboration, c'est vraiment comme comme dans une relation de couple, hein. Si je suis toujours en train de me demander est-ce que ça va, est-ce qu'il m'aime, est-ce Mmh. qu'elle m'aime, on va jamais vraiment construire des choses, hein. On va être toujours préoccupé par cette question. Ben, c'est pareil dans une collaboration. Si je suis toujours en train de me demander comment les autres me perçoivent, je ne veux jamais vraiment me centrer sur l'objet collaboratif. Est-ce qu'on a en France des organisations qui seraient les super champions de ce mode-là? Est-ce que toi, tu en as vu, toi qui rencontres beaucoup d'organisations, est-ce qu'il y en aurait une qui t'aurait marqué sur ces process, ces méthodes, cette culture? Alors, ce que je peux dire, c'est que je l'ai remarqué bizarrement dans des organisations qui ne sont pas conscientes que cette confiance existe. C'est-à-dire que c'est des organisations qui n'ont pas même cherché à le développer et c'est je dirais, des petites organisations. Et c'est là le risque, hein. C'est quand il y a humainement, il y a une distance, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'on est très nombreux. C'est là où ça devient un peu superficiel, ce que les organisations font pour créer une cohésion entre les collaborateurs. Donc ils peuvent imaginer que c'est en proposant des injonctions de rencontres ou enfin toutes ces retraites de team building qui on Mmh. sait que cela ne fonctionne pas s'il n'y a pas à la base ce sentiment de confiance qui est bah, comme tu l'as dit ancestral. Et donc j'ai observé beaucoup d'efforts qui sont mis dans disons dans le pas là où il faut que ce soit. Donc en fait ce n'est pas en voyant les autres simplement, c'est juste parce qu'on prend des verres ensemble ou parce on fait un apéro sur Zoom ou parce qu'on part à passer un week-end ensemble qu'on va magiquement se faire confiance. C'est vraiment la posture réelle dans laquelle je ne te juge pas dans ta personne. Je ne me permets pas parce que qui suis-je pour juger ta personne et qui es-tu pour juger ma personne? Et au travail, il faut qu'on arrive à détacher euh, la personne du processus. Alors, je sais que ça va peut-être à l'encontre de beaucoup de mouvements qui félicitent en fait qu'il y ait cette intrusion de la sphère professionnelle dans la sphère personnelle. Moi, je pense que c'est très sain que ma vie personnelle ne fasse pas partie. Ça veut dire qu'on on peut pas se juger en tant que personne. Mmh. Et donc, mon Je ego est protégé. J'appartiens, mais toute ma personne n'est pas sujette à être jugée. je voudrais revenir sur un point qui est comment je constitue le groupe. Là, on a beaucoup parlé de comment je l'anime finalement et quelle est la culture que j'arrive à lui faire, enfin pardon, la culture que j'arrive à faire émerger du groupe. Mais comment je le constitue? On est dans une période de grosse tension recrutement, notamment sur tous les métiers, tous les développeurs, tous les métiers qui sont un petit peu. Enfin, il y a beaucoup de secteurs qui sont très en tension. Et ma question est la suivante: comment je fais pour créer un groupe avec de l'hétérogénéité, là où mes fiches de poste sont toutes les mêmes, j'en ai beaucoup à pourvoir en même temps, et tous les gens sortent des mêmes écoles où ont les mêmes backgrounds. À la marge, on imagine bien qu'on va avoir quelqu'un qui aura fait un stage dans tel pays, l'autre qui proviendra de tel pays ou de telle ville. Allez,
Mais in fine, tout le monde finit par se ressembler un petit peu quand on est passé dans le même tamis de certains circuits. Or, toi, ton point, c'est de dire, il faut de la diversité. Et puis, en plus, le background avec lequel j'arrive, mon vécu est fondamental, va peut-être même dépasser mon potentiel initial. Comment je fais pour constituer un groupe hétérogène alors que tout le monde provient du même endroit dans les secteurs en tension? Alors, c'est une question bien sûr complexe, mais je vais aborder un facteur clé euh, qui est quand on réfléchit à une équipe, on a un peu deux façons de voir un groupe de personnes qui travaillent. Soit une façon fixe dans laquelle je vois des compétences avec des rôles. Et je vois là, voilà, telle personne, elle sait faire ci, telle personne, elle sait faire ça. Et du coup, voilà, avec des objectifs qui sont liés à ces rôles. Alors, en fait, on passe à côté d'un besoin fondamental pour le cerveau humain, qui est d'être dans le challenge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ils ne vous prennent pas à un même niveau, ils vous présentent tous les jours le même jeu. Ils vont toujours avancer avec vos compétences. Donc, en quelque sorte, ils vont toujours vous présenter comme si c'était un challenge de développement, pas un challenge de compétences. Mhm. Donc, ça, ce qui peut permettre d'accéder à ce qu'on appelle un flow collectif, c'est que dans cette équipe, je continue à apprendre. Et donc, quand je viens constituer une équipe, je ne constitue pas juste un groupe de compétences, mais aussi quels sont les domaines de développement de ces personnes, qui sont, même si elles ont des parcours similaires, elles sont singulières. Singulières dans ce qu'elles veulent développer comme apprentissage. Et donc, alors, ça nous fait passer à un autre point, c'est-à-dire que si je prends en compte que pour que cette équipe puisse exister, il faut que les personnes puissent se réaliser, donc croître leurs compétences, c'est-à-dire sentir qu'elles sont stimulées, parce que c'est un besoin, depuis qu'on ouvre les yeux au monde, un bébé, il va toujours vouloir aller plus loin. Et notre cerveau, là, ça reste toujours comme ça, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de sentir que ce groupe ne m'empêche pas de grandir dans mes compétences quand je sens que j'ai la disponibilité mentale de le faire. Des fois, je suis dans le confort de faire ce que je sais faire, ce que tout le monde s'attend de moi que je fasse. Mais de temps en temps, si je sens que j'ai envie d'ouvrir un peu plus large les ailes, je sens qu'il y a de l'espace dans ce groupe pour que je le fasse. Mais quand je le fais, je vais faire des erreurs. Donc en fait, c'est le prix de croître nos compétences, c'est qu'on va faire des erreurs. Donc il faut que ce groupe, à sa constitution, puisse être tolérant au fait que ses membres, de temps en temps, vont expérimenter. Et ils vont donc sortir des attentes les uns des autres, et vont donc se tromper. Et on va supporter ce concept et cette façon de faire. Donc un groupe qui souhaite innover, un groupe qui souhaite se dépasser, c'est un groupe qui est vivant, tout comme un cerveau unique, hein, tout comme un cerveau individuel. C'est un cerveau qui, de temps en temps, il cherche à aller plus loin, et cherche à expérimenter, et donc fait des erreurs, et ne catastrophise pas ces erreurs. Donc dans un groupe, il faut que je puisse, à la constitution de ce groupe, me dire que le climat, c'est un climat qui est tolérant à l'itération, qui est donc tolérant à l'expérimentation. Et donc, je peux de temps en temps, quand je me sens prêt ou prête, agrandir et aller plus loin. Et donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce qu'on est toutes et tous d'accord que ce groupe permettra que j'apprenne, et donc que ce groupe soit un groupe apprenant et pas juste un groupe constitué de CV? Et c'est ça qui fait que, au bout d'un moment, le cerveau, il rentre dans un phénomène qui est aussi dangereux que le burn-out, qui est le bore-out, quand je sens qu'il ne se passe plus rien, ou que mes compétences dépassent les rôles que les autres s'attendent à ce que j'ai. Il va me rester une dernière question parce que le temps file, mais tu me fais un trait d'union avec un dernier point, c'est la notion d'amour de ce que je fais, de plaisir. Il y a une idée reçue que tu casses qui est la notion de l'inné. On serait né avec des capacités, des potentiels qui seraient plus ou moins développés. Toi, ce que tu dis, c'est ce que disait Brel. En gros, je t'ai entendu citer Brel dans une de tes interviews. Brel disait le talent, c'est la sueur et l'amour. Et que finalement, on part tous avec à peu près le même potentiel, même pédigré à deux pieds près.
Et que par contre, c'est l'acharnement, c'est le volume d'heures qu'on va passer sur un sujet qui vont faire la différence, et que tout ça, c'est dicté par l'envie, l'amour qu'on peut avoir pour son sujet. Quelle place tu donnes, toi, à l'amour et à la volonté, enfin, non, à l'amour, allez, dans les projets des entreprises, des Alors, entrepreneurs qui nous écoutent là? Déjà, il faut que je rappelle que je suis biologiste à la base, donc j'ai une formation de biologie moléculaire, donc génétique, et donc je sais très bien que les prédispositions génétiques existent. Par contre, je différencie les prédispositions génétiques du talent, qui est un concept social, culturel, un attribut qu'on donne à des personnes qui sont excellentes d'une manière hiérarchique. Parce que sinon, bah, si tout le monde est excellent, c'est-à-dire que elles sont plus excellentes que d'autres. Donc on va leur attribuer ce talent. Et ma thèse, d'ailleurs, je suis pas la seule à le soutenir, c'est une thèse qui est soutenue dans les sciences sociales depuis longtemps, avec une grande partie aussi de biologistes qui la soutiennent, que en fait acquérir cette excellence se base sur plusieurs facteurs qui sont intriqués. Donc l'envie en fait partie, elle suffit pas. Les circonstances en font partie, mais ça ne suffit pas. Donc en fait, du coup, c'est le projet du deuxième livre que j'écris. Donc en fait, je développe les facteurs qui sont tous indispensables au développement de l'excellence. Donc il y a les circonstances, le milieu dans lequel je fais vivre cette prédisposition, je la fais grandir ou pas, hein, d'ailleurs, je peux partir avec un désavantage génétique et finalement arriver à quelque chose que les autres appelleront du talent. Et s'ajoute à ça la pratique, donc l'acharnement, la persistance, mais il faut aussi que ça soit dans un bon dispositif avec les bonnes stratégies, hein, parce que si je continue à taper là où il faut pas taper, ça ne mènera à rien. Donc c'est pas l'effort aveugle. Il y a donc l'appétence dont Brel appelle amour et pourquoi pas, mais il y a aussi ma réaction à la fatigue et à l'échec. Et il y a aussi tout mon système de croyances par rapport à cela. Qu'est-ce que je crois? Et c'est en fait de la même manière, hein, ça, si pour le sujet de l'équipe, une équipe, elle peut aussi regarder le talent de la même façon, qu'il faut qu'on ait un milieu dans lequel nos capacités peuvent exister, mais qu'il faut qu'il y ait la capacité qu'on puisse persister et de temps en temps aussi dire attendez, on n'est pas dans la bonne stratégie, il faut changer, c'est pas juste persister, s'acharner pour s'acharner. Donc cette flexibilité, c'est aussi quelque chose qui peut être adopté par les groupes, pas seulement par les individus. C'est en ça que je dis que le talent n'est pas inné, parce qu'en fait, c'est les prédispositions qui le sont, s'ajoutent à ça tous les facteurs qui sont assez complexes. Ça n'enlève en rien la beauté et l'admiration que l'on peut porter pour tout ce qui est excellent, tout ce qui est beau. Sama, merci, un grand merci pour cet échange. Je suis ultra content que tu aies eu un peu de temps pour pouvoir développer tes idées qui effectivement sont denses, complexes, documentées. Un grand merci pour ça. Quand est-ce qu'on pourra lire ton deuxième livre alors? Alors si j'arrive à m'acharner, ce serait en août, qui sera sorti aux éditions Lattès. Bon, eh ben vivement le mois d'août. Un grand merci pour cet échange et à très bientôt alors. Merci Rémi, au revoir.